Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 juillet 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Tu ne veux pas me laisser partir. À l'aide, sauvez-moi. Il m'a enchaîné dans la cave. D'accord. Larry, permettez-moi de commencer par les dernières informations concernant les bombardiers B-1 que le Royaume-Uni envoie vers l'Asie occidentale. Il semble que les États-Unis se préparent à une nouvelle phase de guerre. Aujourd'hui, Donald Trump a déclaré qu'il allait bombarder l'Iran. Ils ont déjà essayé auparavant. Ils sont allés dans le sud d'Ispahan. Ils y ont mené une sorte d'opération. Quelle est votre évaluation? Comment comprenez-vous cette nouvelle phase de guerre alors que les deux camps se préparent? Il semble que les États-Unis vont attaquer l'Iran. Eh bien, sur le canal X de l'US Air Force _X. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment le compte officiel de l'US Air Force ou quoi, mais ils viennent de publier à 12h27. D'accord, donc il y a plus de 2 heures. Ils ont écrit « L'Iran vient de se voir accorder 2 heures. Après cela, le monde pourrait être témoin de l'une des frappes aériennes les plus dévastatrices jamais menées. Plus aucun avertissement. Le compte à rebours a commencé. » Donc, le compte à rebours a commencé. Ça pourrait vouloir dire que lorsque ces bombardiers B-1 ont décollé, ils pouvaient être en route pour bombarder l'Iran. Et s'ils bombardent l'Iran, enfin surtout un site nucléaire, je pense que l'Iran va riposter de la même manière et bombarder. Sa seule option serait donc soit de bombarder la centrale nucléaire des Émirats arabes unis, soit de bombarder Dimona, en Israël, parce que des autres pays du Golfe ne possèdent d'installations nucléaires. Oui, c'est le ton, c'est l'atmosphère. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, Donald Trump, lors de sa rencontre avec le président libanais, a parlé de l'Iran et des négociations. Voici ce qu'il a dit. Monsieur le Président, rien n'indique que l'Iran soit prêt à cesser les combats. Alors, quel est le plan? Iman Sorierview, is the one I seen. Taruk Samijgi Tubst Elth. Eh bien, ils continuent d'attaquer nos alliés. Vous ne savez pas quelles discussions ont lieu en coulisses, qu'ils veulent désespérément se rencontrer pour essayer d'y mettre fin parce qu'ils se font décimer. Vous ne l'entendez pas quand vous écoutez votre chaîne bidon, mais Vous voyez, je vais vous dire ce que je pense qu'il se passe. Les États-Unis pourraient annoncer ce qu'ils qualifieront d'attaque dévastatrice, encore une de ces attaques d'oblitération où ils auraient anéanti l'Iran. Et ce sera leur prétexte. Ensuite, Trump déclarera que la paix est à portée de main. Vous savez, il y aura toutes sortes de négociations. Les Iraniens auraient compris qu'ils étaient en infériorité numérique, moins bien armés, peu importe, qu'ils ne pouvaient pas résister à ça. Alors, ils auraient cédé, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors qu'en réalité, c'est lui qui cherche une porte de sortie. C'est lui qui dit « il faut qu'on sorte de là, bordel ». On ne peut pas continuer comme ça. Pensez-vous que cette nouvelle vague d'attaques pourrait, d'une manière ou d'une autre, viser les centrales nucléaires en Iran? Oh oui. Enfin, oui, non, je le pense. Et c'est justement ça qui va poser problème. Parce que je ne crois pas que l'Iran soit disposé à rester là, à se faire frapper comme ça, sans rien faire. En fait, ce que j'ai écrit hier soir sur l'épuisement des armes américaines, ça vient de sources ouvertes. Et je pense que ces sources ouvertes exagèrent grossièrement. Je pense que la situation est bien pire que ce qui est présenté. Donc, vous savez, l'Iran est vraiment en position. S'il peut contraindre les États-Unis à continuer d'essayer de l'attaquer et à épuiser leurs armes, de faire en sorte que d'ici 2 ou 3 semaines, la situation devienne vraiment critique
au point que les États-Unis ne puissent plus soutenir leurs opérations de combat. Dans ce cas, ils auraient besoin de B-2 ou B-52, pas de bombardier B-1. Pourquoi dites-vous B-52? Parce que ces deux-là sont des bombes anti-bunker, si je ne me trompe pas. Eh bien non, je veux dire, les B-52 sont des bombardiers. Je crois que les B-1 et les B-2 peuvent tous les deux emporter une charge plus lourde. Je peux me tromper là-dessus. Les B-52 transportent généralement un tas de missiles Tomahawk. Mais vous savez, je pense qu'ils peuvent. Mais les bombes anti-bunker ne servent à rien sur la montagne de Parchin. C'est trop profond sous terre. Et le renforcement qu'ils ont effectué est, disons, à l'épreuve du nucléaire. Je pense que le B-1 n'est pas capable, Larry, d'être utilisé comme bombardier anti-bunker. Ils doivent utiliser le B-2 et vérifier cela. Le B-2 peut emporter 30 tonnes de, vous savez, quelque chose comme 30 tonnes de bombes ou de missiles. Il peut les transporter. Oui, c'est s'ils vont l'utiliser. Ils vont utiliser le B-2 pour la montagne de Parchin, qui est... Allez-y. Non, je dis simplement, encore une fois, que s'ils essayent de larguer quelque chose sur le mont Parchin, de crier victoire et de partir comme ils l'ont fait en juin dernier, vous savez, les 24 et 25 juin, puis de laisser l'Iran mener une autre frappe, je ne pense pas que l'Iran va jouer ce jeu-là cette fois-ci. Ils l'ont fait une fois auparavant et ils ont compris que c'était un mensonge. Je pense qu'ils ont été assez dupés par les États-Unis pour ne pas continuer comme ça. Cette montagne, c'est le même endroit, Larry, à Natanz, à Ispahan. Vous vous souvenez de cette opération? L'opération au sol, le raid. Ils ont essayé de s'emparer de l'uranium enrichi iranien en Iran, dans le sud de Téhéran. Oui, je ne sais pas trop. Je sais que beaucoup de gens l'ont avancé. Nous n'en avons vu aucune preuve. J'étais en contact avec quelqu'un qui avait participé à la mission de sauvetage. Il se peut qu'une force d'opération spéciale ait été prévue pour mener un tel raid. Mais l'abattage de cet officier spécialiste des armes, puisqu'il était colonel à part entière, a vraiment tout fait dérailler. Ils avaient donc déjà prépositionné certains moyens qui ont ensuite été redirigés et utilisés pour cette récupération. Parce que vous savez, s'ils avaient vraiment prévu quelque chose, cette base où ils ont atterri était la base de départ pour ce type d'opération. Il aurait dû y avoir d'autres véhicules à roues sur place. Or, tout ce qu'ils avaient, c'était les 4 Little Bird. Et là encore, évidemment, c'est étrange. Très étrange. Mais les États-Unis n'en sont jamais arrivés au point de pouvoir lancer cette mission, parce que même depuis l'endroit où ils se trouvaient, ils étaient trop loin d'Ispahan ou de Natanz. Je dirais au moins 1 heure de route. Mais quand on regardait les Black Hawks, les Little Bird, les C-130, c'était énorme. Eh bien, il n'y avait pas de Black Hawks au sol. Il y avait 4 Little Bird et 2 C-130. Et encore une fois, s'il s'agissait d'une opération planifiée sur ce site, ces C-130 n'auraient pas dû se retrouver coincés. Parce qu'ils envoient ce qu'on appelle des CCT, des contrôleurs de combat. Ils arrivent à l'avance, ils reconnaissent le terrain, ils testent le sol. Donc, le fait que ces deux appareils se soient embourbés comme ils l'ont fait me dit qu'il s'agissait d'une opération improvisée, montée à la dernière minute, faite un peu au feeling. Encore une fois, je vous donne mon opinion. Je serais heureux qu'on me prouve que j'ai tort. Donc,
Est-ce que ça veut dire que, s'ils décident de faire quelque chose, ce sera seulement des bombardements? Ils ne vont donc pas envoyer de troupes au sol. Oh, ils pourraient. Mais ils sont assez stupides pour envoyer des troupes. S'il vous plaît, ne me demandez pas d'essayer de défendre l'idée que l'administration Trump ne serait jamais assez stupide pour ça. Oui, d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'on a spéculé sur ce que Trump ferait. Je peux vous dire que d'un point de vue logique et du point de vue des opérations militaires de base, lancer n'importe quel type de guerre au sol serait insensé. Pour toute opération de ce genre, enfin, il faut savoir, d'accord, quelle cible allez-vous attaquer? Quelle est la taille de la force adverse? Et une fois que vous connaissez la taille de cette force adverse, vous pouvez estimer combien il faudrait de soldats, de marines. Donc, s'il s'agit d'une opération spéciale, ce seront soit des soldats de l'armée de terre, soit des Navy SEALs. Il y aura, vous savez, la Delta Force ou la SEAL Team 6. Mais ce n'est pas un contingent important. Vous savez, la Delta Force fonctionne selon ce qu'ils appellent des escadrons. Et ils en ont, je crois que chaque escadron compte peut-être 150 hommes ou 120. Donc, au total, les effectifs de la Delta Force, avec tous leurs opérateurs, toutes leurs différentes unités, parce qu'ils ont les unités A, B, C, D, ils ont aussi d'autres unités avec d'autres lettres. Mais les exposer à un tel risque, dans quel but? Pour éventuellement, parce qu'ils vont intervenir sur une cible pour laquelle ils n'ont pas vraiment de bons renseignements humains, attestant qu'il y a effectivement du matériel nucléaire sur place. Voici, Larry, les images d'une attaque contre un hôtel à Bahreïn. Il semble que des forces américaines s'y trouvaient et que l'hôtel ait été visé. Je ne sais pas. Oui, il semble qu'il l'ait ciblé avec un drone, comme vous le voyez sur ces images. C'est ce soir. Oui, ce soir. Ce soir, il y a quelques instants. Oh, d'accord, d'accord. On aurait dit qu'il y en avait eu un au début de la guerre, alors je ne savais pas si c'était la même chose qui se reproduisait. Non, c'était il y a quelques instants. Ils ont frappé l'un de ces hôtels. Il semble qu'ils recueillent des informations d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, Donald Trump a dit que nous l'avions appris des gardiens de la révolution islamique. Puis Donald Trump a affirmé aujourd'hui que les Jordaniens fournissent des renseignements à l'Iran. Il a donc en substance confirmé ce que les gardiens de la révolution islamique nous ont dit hier. Les Jordaniens leur fournissent des renseignements, les cibles, les emplacements. Donc c'était un hôtel à Oman. Ah, Oh, Bahreïn. D'accord. Oui. Franchement, je ne pensais pas qu'il nous restait beaucoup de troupes à Bahreïn. Enfin, le quartier général de la 5e flotte a été pratiquement détruit, donc je ne suis pas sûr qu'il y en ait encore. Peut-être qu'il en reste quelques-uns. parce que lorsque ces images sont sorties, ils ont dit que la chaîne israélienne Channel 14 affirmait que c'était l'ambassade israélienne à Bahreïn qui avait été touchée. Puis plus tard, ils ont dit non, ce n'était pas l'ambassade israélienne. C'était près de l'ambassade israélienne. C'est très proche. L'endroit est très proche de l'ambassade israélienne. Mais ensuite, nous avons appris que, du point de vue de l'Iran, des forces américaines se trouvaient là. Ils ont frappé la cible à Bahreïn. Mais là, il semble que l'Iran est d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas s'ils changent leur approche de la guerre. Ils frappent les forces dans la région. Si aujourd'hui, oui. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent que c'est leur façon de changer le ton ou l'atmosphère à Washington et que c'est pour ça qu'ils font ça?
Ou alors, eh bien non, écoutez, ils ne faisaient pas ça avant. Souvenez-vous, le 7 avril, l'une des exigences de l'Iran était que les États-Unis retirent leurs forces des pays du Golfe, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de cette exigence? Eh bien, c'est ce que fait l'Iran en ce moment. Ils n'attendent pas que les États-Unis acceptent. L'Iran dit simplement, « D'accord, vous n'allez pas les retirer. Nous allons les retirer pour vous. Nous allons les retirer en bombardant à mort vos terrains d'aviation, vos bases aériennes, vos quartiers, les endroits où vous allez vous coucher, où vous mangez, où vous dormez. Nous allons couper l'électricité. » Donc ils rendent la situation pratiquement invivable pour le personnel militaire américain et plus dangereuse, afin que, lorsque le niveau de risque augmente, les dirigeants américains disent « D'accord, nous ne voulons plus avoir affaire à ça. On s'en va. » C'est ce que je pense que fait l'Iran. Ils mettent leur plan en œuvre. En gros, soit vous partez, soit nous vous forcerons à partir. C'est l'un ou l'autre. En même temps, il y a des attaques au Kurdistan irakien, à Suleymaniye, Larry. Et voici les images qui le montrent. Oui, laissez-moi simplement retirer ça. Non, ce n'est pas nouveau. Laissez-moi afficher les nouvelles images. Oui, ne me faites pas perdre mon temps avec de vieilles images. Oui, c'est la même chose. On dirait qu'ils se heurtent à la même montagne qu'avant et qu'ils font la même chose en ce moment. Leur compréhension, c'est qu'il y a beaucoup de forces américaines en Irak. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voulez dire là-haut, à Erbil? Oui, Erbil. Oui, non, je ne sais pas combien ils sont. Le type de force que vous y trouverez sera très probablement des forces spéciales, des bérets verts. C'est ce qu'ils font. Ils travaillent avec des combattants étrangers, les préparent à mener des activités de guérilla insurrectionnelle, à conduire des opérations dans un pays étranger. Il serait donc naturel qu'ils entraînent des Kurdes. Je ne pense pas qu'il y ait plus de... Mon Dieu, je serais surpris qu'il y ait 800 soldats déployés là-bas. Mais peut-être qu'ils sont plus nombreux. Franchement, je n'en sais rien. Il semble que, quel que soit leur nombre, l'Iran cible ces forces irakiennes qui sont en cours d'entraînement, de sorte que qu'elles soient entraînées ou non, si elles sont mortes, ça n'a plus d'importance. Aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, il y a eu une rencontre entre les États-Unis et le président libanais, Larry. Je ne sais pas quel est l'objectif principal de cette rencontre. Que veut Donald Trump du Liban? Nous savons que s'il cherche à appliquer le même type de politique qu'à Gaza, c'est-à-dire la politique israélienne, désarmer le Hamas, il parle encore aujourd'hui du désarmement du Hamas. Cela n'a pas eu lieu, même après avoir détruit toute Gaza. Vous voyez, Gaza a été totalement détruite. Et dans le cas du Liban, il me semble que Donald Trump poursuit la même politique qui a échoué à Gaza en utilisant le gouvernement libanais. Oui, je pense que c'est une évaluation juste. Donc peut-être qu'Aoun venait, vous savez, pour avoir les dernières informations des États-Unis, pour savoir ce que les États-Unis veulent qu'il fasse. Et c'est à lui de dire, bon, on peut faire ça ou on ne peut pas le faire. Vous savez, d'accord, vous voulez qu'on se débarrasse du Hezbollah, qu'on désarme le Hezbollah. D'accord, ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il y a ensuite sur votre liste? Beaucoup de choses changent. Donald Trump a déclaré aujourd'hui que le blocus du Yémen contre l'Arabie saoudite, ne fonctionne pas. Mais en réalité, il fonctionne. Et il fonctionne très bien pour le Yémen. Oui, enfin, les navires saoudiens ont fait demi-tour. Ceux qui étaient partis de Yanbu ont rebroussé chemin et sont remontés vers le détroit d'Ormuz.
Ce qui veut dire que s'ils vont vers l'Asie, ils viennent d'ajouter 1 mois au temps de trajet total. Ils envisageaient déjà 1 mois et demi, disons 40 à 45 jours. Maintenant, ils vont y ajouter 30 jours de plus. Il leur faudra donc près de 3 mois, rien que pour atteindre l'Asie. Permettez-moi de vous poser une question fondamentale, Larry. La guerre a-t-elle fondamentalement modifié l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient ou ne fait-elle qu'accélérer des tendances déjà à l'œuvre? Quelle est votre analyse de la situation actuelle? Quand vous voyez le Yémen, vous savez, imposer un blocus à l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, imaginez à quel point les choses ont déjà changé. Quelle est votre analyse à ce sujet? Eh bien, je pense que ce que nous voyons, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran est moins le pion d'autres pays. Et la capacité des États-Unis, pour reprendre l'exemple des échecs, à disposer l'échiquier et à décider quelle pièce bouge et où, a été très fortement limitée. Les États-Unis n'ont donc plus la liberté d'action qu'ils avaient autrefois, et ils bénéficiaient certainement, vous savez, d'un certain degré de confiance de la part des États du Golfe. Mais aujourd'hui, même tout cela est remis en question. Et de la même façon, beaucoup de ces pays qui faisaient initialement confiance aux États-Unis regardent autour d'eux et se disent « On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Ils nous disent une chose et ils en font une autre. » Je sais que chaque fois que je parle de la stratégie des États-Unis, vous vous en moquez. Et, avec l'administration Trump, vous connaissez cette stratégie. Quelle pourrait être cette stratégie? Vous voudriez bien m'éclairer? J'ai hâte de le savoir. Oui, mais je suppose, et je ne parle pas de moi personnellement, que le public, les gens. Quand je dis je veux représenter l'audience, l'opinion publique. Pour la plupart, ils pensent qu'il existe un establishment aux États-Unis. Ils l'appellent le blob, l'establishment, l'état profond, peu importe. La question est la suivante. Quels sont aujourd'hui les véritables objectifs stratégiques de Washington et ont-ils changé depuis le début du conflit? Eh bien, cela revient à une question. Sur quelles hypothèses vous fondez-vous? Quelles hypothèses sous-tendent vos objectifs stratégiques? Donc dans ce cas, il semble qu'on parte du principe que l'Iran est faible, que la République islamique bénéficie de peu de soutien et que le peuple, s'il en avait simplement l'occasion, se soulèverait pour les renverser. La politique des États-Unis consiste donc à essayer d'affaiblir autant que possible les forces de sécurité iraniennes afin que les forces d'opposition puissent mettre en place un gouvernement alternatif et prendre le pouvoir. Or, ça n'arrivera pas. Enfin, ils fondent cela sur l'idée qu'un nombre suffisant d'Iraniens veulent vraiment aller à la plage, veulent vraiment porter des bikinis et se débarrasser de toute la surveillance exercée par le rude ayatollah. Donc ils mènent une subversion ouverte contre le gouvernement. Le problème pour les États-Unis avec cette approche, c'est que les États-Unis ressemblent beaucoup à ça. Vous avez vu ces films où la mafia entre dans une pizzeria et dit « Hey Giovanni, tu dois verser ton argent d'assurance ce mois-ci. » En réalité, c'est de l'argent de protection. Alors Giovanni paye. Ou dans ce cas-ci, MBS achète des bons du Trésor américain. MBS permet aux États-Unis d'utiliser la base aérienne Prince Sultan. Et la promesse, c'est « Hey, on vous couvre, on va vous protéger. » Puis arrive la guerre contre l'Iran, et tout à coup, l'Iran bombarde les Saoudiens dans leurs appartements spéciaux. Et tout d'un coup, vous êtes le propriétaire de la pizzeria, et il dit « Hey, ces gamins sont venus et ont incendié mon établissement. Vous aviez dit que vous alliez me protéger. »
Ah, eh bien, désolé pour ça. C'est essentiellement ce qui arrive aux États-Unis. Les États-Unis ont promis de les protéger, mais ils ne peuvent pas les protéger. Et ils ne peuvent pas vraiment, vous savez, rester là et vous allez maintenant vous retrouver dans un combat prolongé parce que les États-Unis n'ont pas la profondeur stratégique nécessaire pour mener un combat prolongé. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il ne me semble pas que cette guerre va prendre fin de si tôt, même pas en novembre, en décembre, peut-être en janvier prochain. Cette guerre va continuer. C'est votre évaluation? Non. Je pense que d'ici 2 à 3 semaines, les circonstances économiques dicteront à Trump qu'il doit trouver une solution pacifique. Et les États-Unis feront des concessions, certaines qu'ils essaieront de garder discrètes en coulisses. Mais je ne vois pas comment, vu l'évolution des tendances économiques et le fait qu'il y a une pénurie mondiale de diesel et de carburant d'aviation, cela pourrait aussi être une situation viable pour les États-Unis. Je ne le pense pas. La question pour l'administration Trump, c'est peut-être aussi de savoir qui, vous savez, tiendra le plus longtemps face à l'autre camp. Et la question serait, à mon avis, l'Iran peut-il soutenir une longue guerre d'usure malgré les sanctions et une pression militaire continue? Ou bien approche-t-il d'un point de rupture stratégique? C'est la question fondamentale aujourd'hui. Tant qu'ils auront des missiles balistiques et en quantité suffisante, ils garderont le contrôle. Mais s'ils n'en ont plus, s'ils se retrouvent à court de missiles balistiques, alors ce sera à l'Iran de chercher à se rendre. Mais je ne vois pas cela arriver. Je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense que ce sont les États-Unis qui vont devoir trouver un moyen de se rendre honorablement, sans donner l'impression de se rendre. Il y avait un article dans le Washington Post, si je ne me trompe pas. La question, ou l'idée centrale de cet article, était la suivante. Les États-Unis ont-ils sous-estimé la capacité de l'Iran à encaisser les coups tout en continuant à projeter sa puissance militaire? Oui, absolument. Oui. Il semble que, je n'en suis pas sûr, Larry, si l'administration Trump voulait une guerre continue, une guerre d'usure, ils pensaient littéralement qu'ils allaient. Peu importe ce qu'ils veulent. Vous demandez, peuvent-ils mener une guerre d'usure prolongée? Et je dirais que la réponse est non. Ils vont manquer de munitions absolument essentielles pour pouvoir poursuivre ces guerres. Si aucun des deux camps ne peut remporter une victoire militaire décisive, Larry, qu'est-ce que gagner signifie réellement dans ce conflit? Ne pas mourir. Ne pas mourir. Survivre à une bataille, à une escarmouche, peu importe le nom qu'on lui donne, et ne pas se faire tuer. C'est la victoire numéro 1. Deuxièmement, résister à la pression américaine et ne pas signer d'accord avec les États-Unis dans lequel vous abandonnez le contrôle du détroit d'Ormuz. Je pense que l'Iran est en position de dire « Non, voici nos exigences ». Et soit vous les acceptez, vous voyez, soit vous ne les acceptez pas. Je vois l'Iran comme très inflexible. Je ne pense pas que l'Iran soit disposé à négocier. Et on en a eu un petit aperçu aujourd'hui, même avec toute cette mise en scène autour du fait que, soi-disant, les États-Unis allaient parler et voulaient une pause de 10 jours. Non, il n'y a absolument rien de concret là-dedans. Ni les États-Unis, ni l'Iran ne sont disposés à s'asseoir et à prendre 10 jours pour aller discuter.
Dans quelle mesure le conflit est-il devenu une guerre économique centrée sur l'énergie, le transport maritime et les chaînes d'approvisionnement mondiales, plutôt que sur des objectifs purement militaires, Larry? Oh oui, ce que vous avez énuméré, ce sont aussi des objectifs militaires, tout ça. Et je serais surpris que cette phase actuelle d'activité dure plus d'un mois. Donc je pense que d'ici la fin juillet ou la première semaine d'août, vous verrez Trump faire des tentatives plus désespérées pour s'en sortir parce qu'il est piégé. On peut comprendre que la poursuite de la guerre tourne entièrement autour du détroit d'Ormuz et de l'importance de ce détroit. Larry, ce détroit est-il passé du statut de levier de négociation stratégique à celui de ligne de fracture géopolitique permanente qui va redéfinir la sécurité énergétique mondiale? Eh bien, c'est déjà le cas. Ce seuil a déjà été franchi. Que veut dire le mot Hormuz? C'est de l'arabe, c'est du farsi, c'est du farsi. Qu'est-ce que ça signifie? Hormuz, c'est le prénom d'un homme en persan. Je ne sais pas si cet homme vivait dans cette région. Il s'appelait Hormuz. Ah d'accord, ah d'accord. Oh, OK. Oh, OK. Je ne savais pas si c'était comme Bab el-Mandeb, qui signifie le détroit des lamentations, quelque chose comme ça. C'est un nom, ça ne veut rien dire. À ma connaissance, si Hormuz veut dire en arabe ou en farsi « vous êtes foutus », alors vous vous dites « ah, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle comme ça ». Mais non. Je ne sais pas ce que montrent les infos en ce moment, mais c'est l'heure de la nuit où le nombre de frappes aériennes américaines devrait commencer à augmenter. Et on verra si les Iraniens ripostent immédiatement ou s'ils attendent. Je pense qu'ils vont tirer. Mon intuition, c'est qu'ils vont riposter toute tête. Je pense que la riposte va être immédiate, parce qu'ils sont prêts. Ils attendent simplement de voir l'ampleur et la manière dont les États-Unis vont attaquer l'Iran. Ils vont répondre en frappant tous ces pays du Conseil de coopération du Golfe. Je suppose que c'est ce qui se passera. Larry, quelles leçons la Russie et la Chine tirent-elles de la campagne militaire américaine contre l'Iran? Si l'on prend du recul et qu'on regarde ce qui se passe dans ce conflit contre l'Iran, comment ces leçons pourraient-elles influencer de futures crises impliquant Taïwan ou l'Europe de l'Est? Eh bien, en termes simples, que les États-Unis ne sont pas dignes de confiance, qu'ils sont militairement bien plus faibles qu'ils ne le prétendent, et qu'une force déterminée, dirigée par un commandant talentueux, peut vaincre les États-Unis ou les empêcher de contraindre d'autres pays à se plier à la volonté de Donald Trump. À ma connaissance, l'Iran a tiré les leçons de l'expérience de la Russie pendant la guerre contre l'Ukraine. Dans les premiers jours du conflit, vous vous souvenez de la première attaque contre Israël? Ils ont d'abord envoyé beaucoup de drones pour saturer le système de défense aérienne. Ensuite, ils ont frappé les cibles avec des missiles. Et c'est une sorte d'expérience continue qui les aide tous et qu'ils se partagent entre eux. C'est ça, il n'y a pas de ligne rouge et le partage de renseignements est solide. Tout à fait. Je suis d'accord. Larry, ce conflit montre-t-il que les sanctions perdent de leur efficacité comme outil de coercition contre les puissances régionales ou les superpuissances?
Parce que si l'on s'en prend à l'Iran de cette manière, quelle serait, par exemple, la réaction de la Chine ou de la Russie? Les sanctions étaient tellement puissantes, et aujourd'hui on a l'impression qu'elles n'ont plus ce genre de pouvoir. Eh bien, c'est le genre de tour qu'on ne peut faire qu'une fois, peut-être deux. Mais maintenant, tous les pays ont compris. Ils se disent « Ah d'accord, ce n'est pas bon, je me retire. » Regardez, c'est ce que les États-Unis doivent faire maintenant, se retirer. Mais comme au Vietnam, ça devient un bourbier. Et ce n'est qu'à la fin que les gens fuient vers des hélicoptères perchés au bord des toits. Ils sont déjà surchargés et l'hélicoptère essaye de décoller. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec les États-Unis qui cherchent une stratégie de sortie ne consistant pas à s'échapper du toit d'une ambassade. Peuvent-ils sortir avec une déclaration? Peuvent-ils dire « Ah, nous avons convaincu l'Iran de ne pas chercher à se doter de l'arme nucléaire. Youpi, on a gagné. » Pour moi, Larry, tout tourne autour de la transition d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire, ou, comme le dit l'ambassadeur Chas Freeman, un monde multinodal. Oui, Chas. J'aime beaucoup la façon dont Chas formule ça, parce que, vous savez, les pôles, il y a deux extrémités. Il n'y en a pas trois. Vous voyez ces deux extrémités. Donc on ne parle pas de plusieurs extrémités. On parle de plusieurs nœuds. Les nœuds, c'est un concept bien plus puissant. Mais tout le monde dit multipolaire, alors. Vous savez, même si multinodal est un bien meilleur terme, quand on parle une langue étrangère, il faut aussi employer leurs mots, pas les siens. Est-ce qu'il existe encore quelque chose qui s'appelle la diplomatie, Larry? Oui, vous le voyez, la Russie le fait, la Chine le fait, l'Inde le fait, même l'Iran le fait. Donc c'est toujours là, c'est possible. Il faut simplement, vous savez, comme on dit, il faut être deux pour danser le tango. Il faut au moins deux parties opposées pour faire de la diplomatie. La diplomatie devient-elle plus difficile parce que l'escalade militaire a fait augmenter, vous savez, le coût politique d'un compromis pour toutes les parties? C'est le cas. Vous devez quand même partir. À quel moment n'avez-vous plus d'autre choix que de conclure un accord? Les États-Unis estiment aujourd'hui qu'ils peuvent créer sur le terrain des conditions qui forceront l'Iran à conclure un accord. De son côté, l'Iran pense, vous savez quoi, nous pouvons mener cette guerre d'usure de manière à affaiblir les États-Unis au point qu'ils ne pourront pas rester et qu'ils devront partir. Et ils essaieront de trouver un moyen de tirer un feu d'artifice et de dire « Oh, regardez ces magnifiques feux d'artifice. » On gagne. Au revoir, on s'en va d'ici. Donc vous savez, la semaine prochaine et les 3 premières semaines d'août, ces 4 semaines qui suivront celle-ci, vont être importantes, parce que les pressions économiques et les pressions militaires vont se heurter comme dans une tempête parfaite, et les États-Unis vont être contraints de faire des choix très très difficiles. La première fois que j'ai entendu parler de guerre ou d'attaque contre des pétroliers, c'était pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak. On a l'impression de se répéter encore et encore, sans cesse, et de revenir au même scénario. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus de l'Iran et de l'Irak. Il s'agit de la Russie et des États-Unis, de la Russie et de l'OTAN, de l'Iran et des États-Unis. Vous savez, le détroit d'Ormuz, Bab el-Mandeb, partout. Oui, mais la grande différence, c'est que lors de l'opération d'escorte pétrolière de 427, 428,
l'Iran avait des capacités militaires limitées. Il n'avait pas vraiment de missiles balistiques dignes de ce nom et certainement pas de missiles balistiques avancés. Il n'avait pas non plus la capacité de contrôler le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, il l'a. C'est une différence énorme, énorme. Larry, comment le conflit est-il devenu une épreuve de capacité industrielle, de production de missiles, de fabrication de drones, de logistique, de stock de munitions, plutôt qu'une simple question de tactique sur le champ de bataille? On l'a vu avec la Russie face à l'OTAN. Et nous le constatons en ce moment même entre l'Iran et les États-Unis. À ce stade, les tactiques sur le champ de bataille passent vraiment au second plan. L'essentiel, c'est la logistique. Et quand on parle de logistique, est-ce qu'on peut fournir toutes les munitions dont le soldat a besoin pour combattre avec un système d'armes donné, qu'il s'agisse d'un char, d'une pièce d'artillerie ou d'un missile anti-char tiré à l'épaule? Vous savez, tout ça s'accumule. Il faut donc prendre du recul et se demander s'il existe désormais une voie, disons, par laquelle les deux camps pourraient réellement parvenir à un accord et dire « D'accord, nous allons mettre fin au combat ». Je ne vois pas cela se produire de sitôt. Je pense que pour l'Iran, la colère de la population à elle seule suffit à alimenter sa capacité à dire « Peu importe ce que vous nous faites, nous ne reculerons pas ». Larry, selon vous, quelle architecture de sécurité régionale est susceptible d'émerger après la guerre, quel que soit celui qui revendiquera la victoire? Eh bien, ce que cela devrait être et ce que cela sera, je ne sais pas. Je veux dire ce que cela devrait être. L'Égypte, la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, tous sur la même longueur d'onde, tous chantant la même chanson, tous coopérant. Merci. Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si nous avons apporté quelque éclairage que ce soit, mais vous savez. Oui, je pense que nous avons abordé des questions très importantes, des questions fondamentales en fait. Mais cela nous donne une certaine compréhension de l'ensemble de la situation de guerre. Il ne s'agit pas seulement de l'Iran et des États-Unis, de la Russie et de l'OTAN. À mon avis, nous allons avoir quelque chose avec la Chine dès que ces deux guerres auront lieu. En venir à une sorte de... Peut-être qu'on va avoir les trois fronts de guerre. Écoutez, si la guerre devient ouverte entre la Chine et les États-Unis, ce sera une guerre très 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 courte, parce que les États-Unis n'auront pas la puissance nécessaire pour tenir. La Chine, si. Oui, exactement. D'accord, merci. Merci, Larry. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Bye bye.